Super, on va pouvoir commencer. Merci d'être là et bienvenue à cette table ronde qui va discuter de la thématique des activités qui amènent du lien autour d'un projet d'habitat sur un territoire. On va être ensemble pour 1h30. Je vous explique un petit peu le déroulé de cette table ronde. Il va y avoir un premier temps qui va durer à peu près 45 minutes de présentation du coup de mes deux invités. Merci d'être là. Alain qui représentera Monépi et Jessie qui représentera le hameau de santé. Donc un temps de présentation de ces deux personnes, de leur projet et du cadre dans lequel ils s'inscrivent. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses de 45 minutes. Donc je vous invite pendant tout le temps où ils vont raconter plein de trucs hyper intéressants à peut-être prendre des notes, à garder vos questions dans la tête et à les préparer pour le temps d'après. Ça marche. Voilà. Je fais un petit point. Donc c'est le matin. Déjà, bon réveil à tout le monde. Bon matin. Merci à vous. Merci d'être là aussi nombreux à 9h. Je trouve que c'est beau quand même. On peut s'applaudir, ça me va. Ah, ils sont super. Vous invite, il va se passer d'autres choses dans le lieu, à prendre soin du coup de nos intervenants et de moi-même qui vais parler, à essayer de rester calme dans ce lieu-là et de respecter la parole et l'écoute de chacun, chacune, et à pas hésiter si vous entendez un petit peu des pollutions sonores autour à peut-être aller intervenir et dire excusez-moi, est-ce que c'est possible, vu qu'on partage l'espace, de réduire un tout petit peu le son. Et si quelqu'un veut prendre des notes, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des feuilles. Enfin, n'hésitez pas si on a des facilitateurs, facilitatrices graphiques dans la salle. C'est toujours des beaux cadeaux pour nous. Donc, n'hésitez pas à innover. Allez, j'arrête mon monologue. Je vais peut-être commencer par me présenter avant de vous passer la parole. Parce que j'ai une double casquette sur ce temps. Je vais faciliter ce temps. Donc, poser des questions, relancer, les inviter à mettre en avant leur projet. Et je travaille aussi dans un café-concert qui s'appelle L'Éprouvette. Merci Thibaut. Qui est du côté de Saint-André-des-Eaux, que certains et certaines connaissent peut-être, parce que c'est le hameau léger du Placy qui a repris à l'initiale ce café de village. Et donc, sur la thématique qui nous intéresse, à savoir le lien avec le territoire, on trouvait que avoir peut-être mon témoignage de quelqu'un qui bosse dans un café de village, qui est un endroit qui existe pour créer du lien, ça pouvait être intéressant. Donc j'aurai cette double casquette-là, mais promis, j'essaye de pas trop parler. J'arrête pour maintenant et je te laisse te présenter, Jessie. Du coup, moi, c'est Jessie. J'habite en Centre-Bretagne depuis maintenant à peu près 5 ans. Au départ, pour monter un éco-village. Et puis, je suis tombé amoureux du territoire, du bocage. Très rapidement, il y a eu aussi du coup, des projets. Moi, professionnellement, j'ai fait des études de médecine. Je suis arrêté juste avant le doctorat, donc je ne suis pas docteur. Mais du coup, je me suis concentré pour monter des projets autour de la santé dont on aura l'occasion de parler. Et puis de passer à l'échelle de réseau, de connaître aussi un petit peu les dynamiques autour en Bretagne, et puis plus largement, même en France et dans le monde, toutes les dynamiques autour de ces lieux alternatifs qui émergent. Que dire je ne suis plus dans l'éco-village que j'ai monté en Centre-Bretagne, mais je suis toujours à 5 minutes globalement à vélo, toujours dans le même coin, à monter plein de projets dont j'ai hâte de parler avec vous. Je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est à Priziac, entre Priziac, Plouray, Langonette. Voilà. Vous situez. Bonjour, donc moi c'est Alain, donc je suis cofondateur du premier EPI dans les Yvelines en 2015. Donc j'ai pas d'expérience d'éco-village. Mon expérience, moi, c'est de l'épicerie participative collaborative citoyenne. Voilà. Et donc c'est cette expérience-là que j'essaie de vous faire partager parce que c'est vraiment une belle solution pour créer du lien. Donc en fait, nous, on a créé, donc en tant que cofondateur, on a créé donc l'épicerie dans le village à Châteaufort dans les Yvelines. Et puis ensuite, on a créé donc une société qui s'appelle Monépi, qui est une start-up pour développer une plateforme pour permettre à toutes les associations en France de pouvoir faire la même chose que nous gratuitement. Donc aujourd'hui, il y a 400 épis en France, il y en a 150 qui sont ouverts. Donc c'est quelque chose qui se fait toutes les semaines. On crée des épis en France. Enfin, des épis se créent tout seuls, hein, puisque c'est eux qui le font. Hein. Nous, on fait que les aider. Et donc aujourd'hui, on est situé donc à Auminique, à côté de Saint-Malo, sur la Rance. Voilà. Donc toujours en Bretagne, un bel endroit. Voilà.
Merci Alain. Il a déjà commencé à présenter son projet, c'est super. Et moi, je m'enfonce dans le sol sur ces chaises, c'est moins super. Peut-être pour la mise en contexte, je vous fais un tout petit topo. L'association Hameaux Légers, du coup, elle accompagne des personnes à s'installer en éco-hameau. Il y a un peu 4 dimensions qui sont importantes. C'est le fait que ces habitats soient écologiques, que ce soit des projets participatifs, qui restent accessibles financièrement. Il y a plein d'autres conférences qui détailleront ces 3 parties-là. Et nous, on va faire un peu un focus sur le dernier aspect qui est le lien avec le territoire qui accueille ces éco-hameaux-là. C'était un petit peu un... Et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'imaginaire autour du fait que les personnes qui souhaitent s'installer en éco-hameau se marginalisent. Dans les faits, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a un peu ce sentiment ou cette perception qui peut exister des gens qui sont dans leur coin. Et l'idée aussi, par cette histoire de lien avec le territoire, c'est de penser à comment on s'intègre dans un territoire, dans les dynamiques déjà existantes, comment on pense en cohérence avec ce qui n'existe pas, les manques. Et donc voilà, c'est sur ce point-là qu'on va faire un focus, notamment parce que c'est des sujets qui intéressent beaucoup les élus et les collectivités territoriales. En tout cas, il y a ce côté-là un petit peu, notamment en ruralité, de comment on redynamise un territoire et comment il devient attractif et comment on redynamise les centres-bourgs. Voilà, on voulait faire un petit focus sur cette conférence. On ne va pas juste parler de habiter dans sa maison, mais vraiment pas de l'habitat, mais surtout la question de habiter et habiter un territoire. Il y a différentes manières de s'intégrer, mais ça, on en parlera plus. Je vais vous laisser chacun présenter. Du coup, Alain, tu as peut-être commencé à le faire, mais bien présenter votre projet, un petit peu le cadre dans lequel il s'inscrit, pourquoi, comment, et qu'est-ce que vous proposez là. Ça roule ? Ok. Du coup, le projet Hameaux de santé, au départ, il est parti de mon constat sur le système de santé actuel, les propositions qui sont faites à tous les soignants et soignantes, aussi variés soient-ils et elles. Donc j'ai essayé de militer un peu à l'intérieur du système de santé pour essayer de faire changer 2-3 petits trucs à l'intérieur. Rien qu'installer des poubelles de tri sélectif, c'est compliqué dans un hôpital. On en est là. Voilà. Et du coup, à un moment, je commençais à voir les limites et surtout de mon épanouissement au sein du système de santé. Donc j'ai décidé de sortir. Pour notamment penser comment monter les structures de santé que j'imaginais depuis déjà plusieurs années avec pas mal d'amis. Et donc on a commencé à se réunir pour porter un projet qui aujourd'hui se dessine autour de 4 valeurs fortes de la santé, une approche holistique, écologique, démocratique et sociale, qui sont 4 éléments assez structurants pour que ces lieux de santé puissent s'imaginer pérennes, résilients et en phase avec notre époque. Et donc petit à petit, au départ c'était un lieu qui s'imaginait du coup à Prisiac, à côté de l'éco-village que j'ai monté. Et puis assez rapidement, en fait c'était un élan qui émergeait déjà à pas mal d'autres endroits en France. Et donc on s'est rassemblés sous une bannière qu'on a appelée Hameaux de santé, aussi avec un petit clin d'œil à Hameaux Légers parce que c'est un chouette réseau qui transmet des très bonnes valeurs et la posture aussi vis-à-vis des collectivités. On s'est mis en lien assez rapidement, notamment aussi sur cette posture-là auprès des collectivités où vraiment ils ressentent assez facilement par ces projets-là l'intérêt que ça peut avoir que de repenser notre rapport à l'environnement, à l'habitat, aux soins aussi. La question c'était, résumer en gros, présenter le projet. Donc aujourd'hui c'est un réseau avec des lieux encore émergents. Ça fait même pas 2-3 ans qu'on a lancé officiellement le réseau et il s'est aussi affiné pour savoir qu'est-ce que c'est concrètement qu'un hameau de santé, quels sont vraiment les critères spécifiques d'un hameau de santé. Donc aujourd'hui, il y a un hameau de santé, c'est une structure juridique déjà qui peut représenter démocratiquement toute la population. Donc les 2 seules structures qui permettent de faire ça correctement, c'est une association ou une SIC, une coopérative. Puis c'est aussi un rapport particulier à la propriété pour éviter toute spéculation, tout enrichissement de privé sur une offre de soins à destination du plus grand nombre. Donc le rapport à la propriété est soit la structure est propriétaire, soit elle est locataire avec ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Bon, vous allez sûrement entendre ce mot beaucoup de fois ce week-end. Donc c'est un bail de location pour quasiment toute la vie, de 18 à 99 ans. Et puis l'autre élément, c'est vraiment une
une auto-organisation. Donc c'est l'autogestion des lieux à se coordonner ensemble. Il n'y a pas une impulsion de hameau de santé national qui... On peut accompagner les lieux, on peut évidemment être présent et faciliter la mise en lien, mais après chacune qui se retrouve dans ces valeurs-là peut monter des hameaux de santé de manière autonome. Voilà. J'ai dit globalement, ça fait un premier petit tour, puis on verra après. Tu veux compléter pas sur hameau de santé, mais... Pas sur les hameaux de santé, je ne vais pas savoir faire. Alors, au niveau des épiceries, donc, nous, c'est parti au départ de notre village. Moi, j'étais élu à l'époque, en 2015, et en fait, on voulait recréer de la vie au sein du village. Alors, Châteaufort dans les Yvelines, c'est un village sur le plateau de Saclay, 1200 habitants. Par contre, il y a des supermarchés à moins de 2-3 km, il y en a 4 ou 5. Et donc, en fait, remettre un commerce en cœur de village, on s'est vite rendu compte qu'économiquement, c'était pas viable et personne ne voulait s'installer. Et donc, on a réfléchi pendant un an avec une dizaine de citoyens, donc un groupe projet, pour trouver une solution qui puisse permettre d'avoir l'équivalent d'un service alimentaire sans rentrer dans l'économie classique, quoi. Et donc on a développé ce qu'on appelle le concept d'EPI, qui est une épicerie participative, associative, citoyenne. Qui fonctionne sur le principe d'une simple association, donc loi 1901, donc c'est très simple à monter, on peut le monter en quelques jours. Et ensuite, donc en fait, le principe c'est que chaque famille qui est adhérente de l'association va participer donc à hauteur de 2 heures par mois en général pour faire fonctionner l'épicerie. On s'appuie aussi au niveau du local sur la collectivité qui fournit le local, puisque le principe c'était une association comme une autre, hein, donc la plupart des associations de nos deux villages, elles avaient des locaux, donc là on a un local comme les autres, un local comme les autres. Et donc une fois qu'on a le local gratuit, la main d'œuvre qui est assurée donc par chaque famille, en fin de compte on a un équivalent de commerce qui fonctionne avec un seuil de rentabilité à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût de fonctionnement, donc ce qui lui permet d'avoir une pérennité dans le temps et une résilience qui est assez formidable au niveau économique, puisque rien ne peut l'arrêter. Voilà, tant qu'on a faim, qu'on veut commander des produits, le système fonctionne. Aujourd'hui, donc le principe d'un épi, c'est en général quelques centaines de références, 400-500 références maximum. On est sur des produits essentiels. La sélection des produits est faite donc par les adhérents. Il y a un groupe de personnes qui se chargent de sélectionner donc en fait des produits. En général, on est monomarque et monoréférence, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de concurrence entre différents producteurs. On va s'adresser d'abord à tous les producteurs locaux pour aller chercher les produits directement. Donc, ce qui permet aussi d'avoir des prix de gros sur l'ensemble des produits. Et la spécificité du système, c'est qu'en fait, les produits sont redistribués aux adhérents sans marge. Donc, on a vraiment une attractivité au niveau des coûts. Des prix, et puis l'intérêt d'avoir un lien avec toute la production locale en priorité, et ensuite après on complète avec un grossiste pour du papier toilette, dentifrice éventuellement, des choses comme ça qu'on ne va pas trouver localement. Donc on peut vraiment arriver à avoir une offre alimentaire de 400-500 produits qui peut éviter d'aller en grande surface, hein, il n'y a pas de problème, on peut vraiment s'alimenter, et à des coûts qui peuvent être même à 20% moins chers que grande surface, et avec des produits de qualité et locaux. Voilà. Donc ça c'est le principe, une association très simple, un mode participatif où toutes les familles, donc sous le principe des communs, apportent 2 heures par mois pour faire fonctionner. Et puis un achat de gros, en prix de gros, et distribué sans marge aux adhérents. Voilà, ça c'est la base des fonctionne. Et aujourd'hui, c'est 400 épis en cours et on est fait donc à monter à Saint-André-des-Eaux, donc que Nelly connaît bien. Voilà le principe de l'EPI, donc qui est un service aliment. À la limite, c'est presque un service public alimentaire. Hein, donc ça ressemble à un commerce. Hein, c'est-à-dire on va chercher. Alors aussi une autre spécificité qui est importante, c'est qu'en fait il n'y a pas d'argent qui circule. C'est qu'on recharge le compte, son compte personnel par virement ou par chèque sur le compte de l'association. Et en fait après c'est la plateforme qui va gérer donc tous les flux financiers. Donc ce qui veut dire que n'importe qui peut tenir l'épicerie en tant qu'épicier parce qu'en fait on a simplement des échanges de quantité et non pas d'argent. Donc ce qui permet de pouvoir répartir la charge de travail du fonctionnement d'une épicerie qui est quand même qui est assez importante. Il faut savoir que pour une centaine de familles, une épicerie c'est 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, donc c'est quelque chose qui tourne. Et en fait il n'y a pas d'argent qui circule, donc voilà, on a quelque chose d'assez simple. Donc dès 16 ans en fait un
un jeune peut tenir l'épicerie en toute confiance, il n'y a aucun problème, puisqu'en fait, il n'y a pas d'argent qui circule. Voilà. Super, merci pour cette présentation, ces deux présentations hyper étoffées de vos projets. Ça donne envie de creuser encore plus les sujets. Ce que moi, j'aimerais bien vous entendre. Après, on en a déjà... Enfin, vous l'évoquez un petit peu parce que vos deux manières d'entrer en lien avec le territoire, c'est l'alimentation et la santé, qui sont un peu des besoins fondamentaux. Mais j'aimerais bien vous entendre un peu sur la question de comment on fait un état des lieux des besoins d'un territoire, comment on s'implante et comment on s'ancre dans des dynamiques qui sont déjà existantes. Est-ce que vous avez des petits mots à dire là-dessus ? Ouais, carrément. Alors sur le diagnostic, pour moi, il y a deux volets. Déjà le diagnostic, on va dire généraliste d'un territoire. Après, on peut parler un peu plus spécifiquement, très rapidement, de la santé. Mais généralement, il y a plusieurs endroits qui peuvent être source d'assez bons échos pour ressentir, à la fois pour ressentir un peu parce que c'est pas juste des données. On peut aller aussi trouver les données très concrètes. Sur tout un tas de cartographies qui existent en ligne sur les désertifications, la présence des commerces, de telle ou telle activité professionnelle. Ça, on peut trouver assez facilement tous ces chiffres-là. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller dans les points vraiment de sociabilisation de la commune ou des communes aux alentours pour avoir les différents sons de cloche, et les gens naturellement expriment en fait les besoins, les manques, ou dans les espaces de démocratie aussi, s'il y en a. On peut assister facilement à un conseil d'administration d'une commune qui sont ouverts à toutes et tous, et avoir aussi à ces endroits-là différents sons de cloche, ou les lire aussi, c'est censé être rendu public. Donc il y a pas mal de moyens d'avoir des diagnostics de ce qui se joue. Il y a vraiment un conseil pour moi, c'est de faire attention. Le premier réflexe quand on arrive, en tout cas quand on monte un écolieu, une communauté, il y a une phase où on a vraiment besoin aussi de se retrouver entre soi, et on peut vite créer un cocon assez rapidement. Je pense que chacun s'en doute un petit peu, mais ça peut être pas toujours facile d'arriver à avoir un avis, même quand on est implanté au beau milieu d'une commune, d'avoir des retours critiques, d'avoir vraiment des personnes qui nous donnent des informations chouettes sur le territoire, quoi. Il y en a plein. Ça reste un petit peu ce challenge, un petit peu aussi de créer ces premiers liens. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a qui ont plus de facilité sociale pour aller avoir ces informations. Je pense que pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Et puis il y a aussi tout un tas de traumas qui existent aussi dans nos projets, dans la volonté d'aller s'installer en habitat léger, aussi lié à toute notre histoire, tout le monde autour qui existe et qui continue d'exister. Et après, plus spécifiquement à la santé, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on va aller activement aller chercher ces informations-là. Donc il y a une manière, en tout cas, d'aller, qui devrait se faire, qui se fait naturellement dans les projets humanitaires, par exemple, c'est de le faire vraiment avec la population. Donc en fait, toute la construction, nous, d'un hameau de santé, elle se fait à partir des besoins de la population. On ne va pas proposer, c'est pas parce qu'on dit que hameau de santé, c'est une approche globale de la santé holistique, écologique, démocratique et sociale, qu'on va dire il y aura un médecin, un chaman, un infirmier, et c'est nous qui décidons, quoi. On va vraiment partir des besoins de la population, on va aller les chercher au porte-à-porte. Il y a différentes manières, des formulaires, pareil, d'aller parler sur des points de convivialité pour aller creuser ces informations-là. Et ensuite, après, on les intègre aussi à la démarche de prise de décision, pour que ce soit elles et eux qui décident de qui concrètement va travailler. Et donc, c'est tout un travail dans la création du projet en lui-même, dans la création des projets en eux-mêmes, qu'on va réussir à aller chercher finement les besoins, quoi. D'un projet assez généraliste comme la santé, l'alimentation, des grandes thématiques, on va pouvoir ensuite aller plus finement là-dedans. Sinon, on peut faire le pont aussi. Moi, je sais qu'il y a une dynamique en Bretagne qui est intéressante, avec des conventions citoyennes locales qui sont en train de se lancer par le réseau Cohérence, qui est assez intéressant. Et ça peut être une bonne porte d'entrée aussi pour amener une thématique, pour porter par la commune à peu de frais, on va dire, pour faire une convention autour d'une thématique, et ensuite, à partir de ces réponses citoyennes des élus, faire émerger des propositions desquelles vous allez pouvoir vous emparer, vous saisir ou incorporer d'une manière ou d'une autre à vos différents projets, quoi. Voilà, en gros, pour moi.
C'est un réseau, ouais, c'est une association. Au niveau de l'alimentation, c'est un peu plus simple dans la mesure où aujourd'hui il y a à peu près 20 000 villages en France qui n'ont aucun commerce. Donc bon, le besoin il est partout où il y a un endroit qui est beau et où il y a un beau village, mais en général il n'y a pas de commerce. Voilà. Et donc ça c'est assez facile. Par contre au niveau des liens, souvent dans les petits villages, bon, il n'y a pas toujours d'associations sur lesquelles on peut s'appuyer sur place. Ça c'est pas évident. L'idéal, c'est quand même d'avoir au moins un contact avec un élu, parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir au moins récupérer un local au niveau de la commune, ce qui aide énormément, il n'y a pas photo. Et d'avoir la commune avec soi, bon, au moins ne pas l'avoir contre soi, c'est quand même fondamental. Et c'est ce qui permet de commencer à tisser les premiers liens. Je pense que c'est les 2 points importants qu'il faut veiller, c'est à ça. Après, il faut faire connaître le projet qu'on va développer, et puis une réunion publique, et ça va très vite, hein. Parce que bon, c'est des besoins qui sont essentiels, et en général, on va avoir toute une population qui peut être réservée éventuellement pour le hameau, mais par contre pour l'alimentation qui vont venir. Et donc, ce qui va permettre de faire un brassage assez important. Merci pour toutes ces petites pépites conseils que vous avez parsemés dans vos discours. Peut-être pour rajouter par rapport à... Donc là, je prends ma casquette de limonadière dans le café de l'Éprouvette à Saint-André-des-Eaux. Je ne sais pas si vous avez toutes et tous le contexte. En fait, le hameau léger du Placy, quand il s'est installé, donc il y a un hameau léger qui s'est installé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, du côté de Dinan. Ce qui a été convenu avec la collectivité et le conseil municipal de la commune, c'est qu'il reprenait le dernier commerce du village, qui était jusque-là un café-concert, qui s'appelle l'Éprouvette, qui existe depuis plus de 20 ans. Et il y avait ce truc de « Ok, on veut bien que vous habitiez de cette manière qui nous semble un peu genre différente et pas forcément ce qu'on a l'habitude d'avoir, de vivre dans des petites maisons en bois, là, avec des fondations qui nous semblent cheloues, pourquoi il y a des pneus par terre, tout le bazar. » Bref, ils ont dit « C'est ok si vous jouez ce jeu-là de l'intégration et comment s'intégrer d'une meilleure manière qu'en reprenant un commerce, un café du coup dans le village, et en reprenant ce commerce-là. » Donc il y a une petite équipe. Thibaut, vous étiez combien au début? Ouais, sur le montage du projet. Voilà, une équipe de 7 personnes qui a bossé sur le montage de ce projet-là. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire vivre? Comment on reprend aussi un lieu qui a déjà une âme, déjà une culture? Et c'est là-dessus peut-être que j'aurais envie de vous envoyer après. Comment on s'intègre en fait sur... Enfin, vous avez donné plein de petites pistes sur le diagnostic qu'on peut faire sur un territoire, mais ensuite, comment auprès de la population on fait pour que ça se passe bien? Comment sur un café comme l'Éprouvette, qui avait une âme et une identité assez forte, on reprend ce projet-là, on arrive sur un territoire? Je pense que c'est un prétexte qui est toujours intéressant de se dire... Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre, mais comment on le réfléchit et qu'est-ce qu'on fait vivre. Et du coup, le choix qui a été fait sur ce commerce-là, c'est de garder la partie café. Donc, c'est toujours un bar, un café auquel les gens étaient déjà habitués, mais aussi de proposer une épicerie qui fonctionne avec Monépied à côté, parce que un des diagnostics aussi, c'était que tout le monde ne va pas au bar, tout le monde ne va pas au café, alors que tout le monde a besoin de s'alimenter. Du coup, voilà, comment on agrandit un projet, comment on le pense différemment pour venir répondre à des besoins du territoire et venir peut-être... voilà, je pense que c'était là-dessus. Et j'aimerais bien aussi vous entendre, je ne sais pas si vous avez vécu des réticences, un peu les points noirs dans ces projets-là, ou si c'est toujours hyper dynamique, hyper motivé, etc. Mais j'aimerais bien vous entendre sur ce côté-là. Tu veux commencer? C'est moi qui commence à chaque fois. Ok, très bien. Dans l'ordre. Faisons. Oui. Très intéressant cette question-là. Déjà, je commence par la dernière, mais sur comment ça se passe au niveau des tensions, des conflits avec les collectivités. Ça, c'est un sujet qui est venu à me passionner aussi, parce que forcément, c'est inévitable à la fois dans nos projets collectifs, mais aussi autour. Et c'est marrant, c'est à peu près les mêmes dynamiques qu'on commence à connaître un petit peu sur nos projets locaux, quoi. C'est cette phase un petit peu... on va dire symbiotique, un peu toute belle, où tout le monde s'entend bien, qu'on peut avoir dans nos collectifs, elle existe aussi à un moment donné sur un territoire où les liens, la communication se passe bien, on a des projets raccords, on a tous les mêmes intentions, rendre vivant le territoire, ramener des commerces, faire vivre tout ça, mettre tout le monde en lien. Donc on a tous et toutes ces élans-là qui rapprochent très vite.
et qui amène aussi à un moment, tôt ou tard, vers des points de divergence qui peuvent aussi amener des tensions. Et donc c'est là où le point avec notamment la culture locale arrive, où bon, c'est plus facile de faire de la résolution de conflits entre nous, dans nos collectifs, quand on a la même culture. Ça peut être plus compliqué quand les codes sont différents. Et il y a un point de vigilance là-dessus, c'est notamment qu'il n'y a pas une culture locale, il y a une diversité de cultures locales. Et donc c'est un gros travail d'aller créer aussi des liens et restaurer aussi vraiment une vie locale qui a notamment été beaucoup parsemée, divisée. Il y a déjà des conflits qui existent quand vous arrivez dans des communes qui datent des fois de 10 générations, quoi. Donc il y a tout ça dans l'espace, dans le champ quand vous arrivez. Et vous pouvez vite être vu, notamment sur des projets de santé ou des projets vraiment de première nécessité. On va vite beaucoup vous encenser, notamment pour que vous restiez, si en tout cas vous faites pas peur dès le début en criant partout dans la rue que vous êtes un chaman, quoi. Mais si vous arrivez à parler à peu près correctement aux élus et aux gens autour, naturellement, moi je suis arrivé, j'étais en train de me former pour devenir médecin, c'était évidemment qu'ils n'allaient pas se mettre en conflit avec moi dès que j'arrivais. Mais du coup, ça biaise aussi la relation, parce qu'il y a un besoin d'un territoire. Donc il n'y a pas juste un lien relationnel, mais il y a aussi, on a tout en tête les besoins qui sont à répondre sur un territoire. Et donc là, pour moi, la grande frustration, ça a été de me rendre compte que, évidemment, comme tout, c'est le temps qui fait l'affaire. Et donc moi je suis hyper actif, donc c'est très dur la question du temps pour moi. Mais c'est vraiment de prendre le temps de rencontrer, de faire 1, 2, 3 rencontres avec le maire, avec les citoyens à des endroits en informel, en formel, sur différents projets, d'apprendre à se connaître juste petit à petit, quoi. Pour moi, c'est surtout ça qui permet de s'ancrer, de se rendre compte qu'on n'est pas là juste de passage express, qu'on est arrivé et qu'on repartira aussi vite, quoi. Parce que il peut y avoir ce ressenti-là, je pense, dans nos postures, quoi. Des gens qui débarquent de nulle part avec plein de projets, ça peut faire vraiment très très peur, parce que s'ils sont arrivés aussi vite avec autant de projets, ils peuvent repartir aussi vite avec les mêmes projets, quoi. Donc, pas très rassurant, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là d'enracinement, quoi. D'enracinement, de bien se planter sur un territoire. Et de l'authenticité. Et puis à force de temps et de conviction, je pense qu'on finit par converger. Je pense que tu as très bien décrit un peu la problématique de la vie de village avec l'histoire et donc faire attention pas de s'adosser avec des gens qui sont en opposition avec la grande majorité, parce que sinon ça va du mal avancer. Par contre, il faut avoir des appuis. C'est clair que lorsqu'on vient, il faut au moins avoir un contact avec des gens qui sont en place et qui sont pas clivants, quoi. C'est la base. Des histoires de villages où il y a des problèmes, il y en a un, sauf que vous avez la municipalité qui est contre vous, déjà, ça bloque pas mal de choses. C'est possible d'avancer, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important un peu de toujours trouver un appui sur au moins un élu, quelqu'un qui va apporter un petit peu, mais que la collectivité soit un peu représentée dans le projet, ça aide énormément. Après, au niveau de l'alimentaire, il y a quelque chose qui est fondamental, et ça c'est assez facile pour vous, c'est d'aller directement vers les petits producteurs qui, eux, vont vous appuyer. Parce qu'ils vont avoir un intérêt en tant que client, mais l'avantage c'est que c'est une force locale qui est existante, qui a du poids, et donc qui va vous permettre typiquement pour créer un épi, c'est vraiment ça va être un appui fort et qui permet de s'implanter plus facilement. Parce qu'ils vont vous aider dans votre projet et porter tous les axes de votre projet, quoi. Merci. Maintenant, j'aimerais bien peut-être, Alain, avec ta casquette, donc toi, tu es plus sur de la coordination, savoir un petit peu quel est ton rôle dans la structure, comment tu accompagnes les personnes qui montent des épis. Et à l'inverse, toi, Jessie, qui est plus impliquée au cœur de... Après, il y a aussi ce côté-là, vu que vous avez un côté un peu national de coordonner, mais peut-être comment tu jongles avec le côté multicasquette de vivre, d'avoir vécu dans un écolieu, de continuer de vivre sur un territoire, comment tu jongles avec le niveau d'engagement, d'implication, comment tu peux dispatcher entre tout ça. J'aimerais bien vous entendre tous les deux du coup avec vos casquettes spécifiques.
casser l'ordre. Alors, moi, au niveau de mon épi, donc en fait, c'est une structure, c'est une SAS, hein, donc on a 4 salariés, et donc au niveau du fonctionnement, donc on était 8 adhérents de la première association, donc à avoir monté la structure. Il y en a 4 qui sont associés, mais qui sont là plutôt gérés en bac, c'est plutôt des anciens. Et puis après, on a des jeunes donc, qui ont monté, donc on a développé une plateforme informatique. Aujourd'hui, on l'a fait développer en externe parce que ça devient assez compliqué. Et au niveau de l'accompagnement, aujourd'hui, donc l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition donc un outil qui permet de gérer l'association de A à Z, hein, des adhérents jusqu'à la gestion du compte de résultat de l'épicerie, avec tous les mouvements, les inventaires, tout ce qui va avec, comment d'automatiser auprès des producteurs. Donc c'est vraiment d'avoir une sorte de gros tableur Excel qui est mis à disposition des associations pour pouvoir monter facilement une épicerie en mode participatif citoyenne. Voilà. Et ça, l'idée, c'est surtout pour s'adresser vraiment au grand public, c'est-à-dire des gens qui, à la limite, ne savent pas ce que c'est qu'une association, de les accompagner depuis le départ jusqu'au bout sans que ça fasse peur. Parce qu'une épicerie, c'est quand même beaucoup de mouvements et ça peut faire peur. Et là, on a un outil qui est relativement simple maintenant, qu'on se rend compte surtout dans son fonctionnement de vraiment redispatcher, en fait, de diviser plein de petites tâches simples qui sont accessibles à tout le monde, de répartir la charge de travail, c'est-à-dire sur vraiment l'ensemble des adhérents. C'est-à-dire que c'est pas un conseil d'administration avec 10 personnes qui portent l'épicerie, c'est l'ensemble des adhérents qui portent l'épicerie. C'est-à-dire que pendant les vacances, lorsque le CA et enfin le groupe un peu pionnier part en vacances, pendant 2 mois, il n'y a aucun problème, l'épicerie va être réalimentée automatiquement, elle va tourner, elle va s'ouvrir, mais par les adhérents uniquement. Et ça, ce côté participatif très horizontal, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors nous, au niveau de l'accompagnement, donc en fait, on met à disposition l'outil, donc on leur génère pour chaque association qui se crée sa plateforme pour qu'elle puisse se l'approprier, se la paramétrer, et aucun épi est identique, hein. Il y en a qui fonctionnent de plein de différentes façons. Chacun choisit ses fournisseurs, chacun paramètre ses produits comme il veut, même s'ils ont des fournisseurs en commun. On est vraiment sur quelque chose qui doit être construit par l'association, qui va représenter et qui va être à l'image de l'association. Donc il y en a 400 différentes en France. Comment ? Non, c'est gratuit. On a développé, alors bon, la SNEPI, en fait, son fonctionnement, on va se dire, c'est bizarre, ça c'est pas possible qu'il y ait des gens qui donnent quelque chose pour rien. Bon, donc c'est suspect. Tout à fait. C'est un des gros soucis au départ, par faire passer comme message. Nous, l'idée, c'était vraiment d'aider. Alors, on a un modèle économique qui repose sur le fait que. Donc, ça, c'est une charte. Hein, c'est un format A4, hein, avec des grandes valeurs intergénérationnelles, environnementales, voilà, assez classique. Et puis, donc, le mode de fonctionnement, c'est que l'idée, c'est que les gros producteurs qui font beaucoup de chiffre d'affaires, eh bien, en fait, eux, ils participent, donc c'est au-dessus de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, participent au financement de la plateforme. Voilà, en disant les gros payent pour les petits. Aujourd'hui, on a 3500 producteurs. Il n'y en a que 1% qui participent au financement de la plateforme. Donc, c'est pas grand-chose. Mais ça veut dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est gratuit pour l'ensemble des producteurs et l'ensemble des associations. Donc, on a un système économique où on a vraiment les gros qui aident les faibles. Voilà. C'était complètement utopique. En 2015, on a répondu à un concours qui s'appelait Utopie réaliste dans notre parc naturel. Le dossier n'a pas été retenu, la construction de l'épi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout est dans la tête. Hein. On n'a rien inventé. Hein. C'est le principe des communs qui a toujours existé. Sauf que notre société aujourd'hui n'est pas à oublier que c'est la base de l'humanité, quoi, en fait. Et donc, au niveau du fonctionnement, pour revenir toujours à ça, nous, mon épi, donc on développe la plateforme, on la maintient constamment. Et puis surtout, c'est qu'on accompagne les épis une fois qu'ils ont créé leur plateforme. On les aide à paramétrer. Et puis, on est là constamment derrière eux pour ceux qui ont un problème. On les aide à répondre, voilà, comme on le ferait au sein d'une association. Voilà. Et ça, c'est gratuit. Nous, au sein de Hameaux de Santé, ça a évolué depuis 3 ans. Alors, pour être parfaitement clair, il n'y a pas de hameau de santé fonctionnel aujourd'hui, opérationnel, qui existe, que vous pouvez aller voir, où vous pouvez avoir des soins. Il y en a 3 qui ont commencé à se monter depuis 1 an. Les 3 premiers, un peu projets pilotes. Donc, un en Bretagne, un dans l'Orne et un en Ariège. Et des projets qui sont globalement à partir de rien, quoi, des novo. Et là maintenant, on a commencé à faire émerger la possibilité de transformer des lieux déjà existants, des lieux de santé déjà existants, en hameaux de santé beaucoup plus facilement. Donc voilà, il y a plein de possibilités.
Et pareil, il y a autant de hameaux de santé possibles qu'il y a de projets, parce que vraiment, dans un hameau de santé, on peut imaginer qu'il y ait vraiment un lieu de convivialité, des espaces de jardins partagés pour avoir une cantine collective, des espaces de sport, de santé, d'éducation physique adaptée, on peut imaginer plein de liens avec les plantes médicinales, des espaces, comment on pense le lien à l'environnement, l'architecture du lieu, les espaces de convivialité, les espaces aussi de soins en fonction des différentes approches de la santé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet qui s'imagine de la même manière, et ça va vraiment dépendre de ce qui se passe au niveau de la dynamique locale et de ce que souhaitent les gens, et au niveau de la culture locale, au niveau des codes. Et la question, c'était plus sur donc comment on accompagne ça. Donc là, vraiment, l'idée, c'est que chacune qui souhaite s'en emparer puisse s'en emparer. Et nous, après, on va plus avoir du soutien, plus, on va dire, technique, sur de la gouvernance partagée, de la gestion de conflits, l'accompagnement juridique, économique, mais surtout par la mise en lien des différents projets qui en sont à différentes phases. Moi, c'était aussi pour ça qu'au départ, j'ai commencé à monter le projet. Tu parlais des différents rôles que j'avais. Moi, je suis arrivé en effet avec le rôle cofondateur d'un éco-village, le rôle médecin en devenir que tout le monde avait bien capté dans la commune. Et c'était intéressant parce que quand j'ai lâché mon rôle de médecin, parce que j'avais dit non, en fait, je veux pas être médecin, ça a été très, très intéressant de voir comment ça a bougé les choses au niveau aussi de certaines personnes qui commençaient à douter du projet, parce que beaucoup de personnes se disaient c'est lui qui porte le projet, c'est lui qui va devenir médecin, et il y a vraiment une logique comme ça dans la santé qui est très compliquée à faire bouger quand même, très centralisé autour du médecin qui vient dans la commune. Et ce qui est très laborieux dans ces projets-là, c'est que le constat a fait que sur les dernières années, les politiques des dernières années, tout a été tellement centralisé autour du médecin que c'est lui aussi qui porte toute une responsabilité presque de gestion de projet, de gestion d'équipe, de gestion financière, avec plein de compétences qu'il n'a pas du tout. Et on se retrouve avec des projets où on est obligé de faire appel à des personnes qui sont, on va dire, des conseillers qui font des plans, mais toujours les mêmes, de l'ARS pour avoir des maisons de santé et des centres de santé qui fonctionnent, certes, comme l'hôpital fonctionne, on va dire, mais qui a de grosses limites. Notamment dans la résilience, dans les enjeux aussi humains, et dans aussi quelque chose de très important pour nous, c'est dans la posture de soins des soignants. Comment on prend soin des soignants sur nos lieux, quoi. Parce que ça, c'est le trou noir du système de santé actuel. C'est non, on peut tirer sur la corde autant qu'on veut, ça va bien se passer, c'est des héros, on va les applaudir le soir, ils vont être contents, ça va les nourrir. Donc grosse problématique aussi avec les institutions qui sont lourdes et pesantes. C'est pas tant un frein pour créer ces projets-là. On peut créer des hameaux de santé aussi facilement qu'une épicerie en soi. C'est une association, une structure, un lieu. Les gens qui décident ensemble qui travaillent là, un modèle économique à penser ensemble. La question du modèle économique est peut-être plus technique parce que ça va dépendre des professionnels qui exercent, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes modes de financement en fonction des types de professionnels. Donc ça va dépendre aussi de ça. Mais donc à chaque collectif local aussi de co-créer son modèle économique et comment il imagine le projet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, il y a toutes ces approches-là. Mais dans l'air, c'est compliqué, quoi. Il y a quand même cette grosse chape de plomb de l'institution sanitaire, des politiques de santé, où la plupart des habitants sont désengagés de cette question-là, quoi. Là, ça c'est plus compliqué de faire sentir aux gens qu'ils ont vraiment l'espace de dire qu'est-ce qui est important pour elles et eux dans leur santé, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir sur leur lieu de santé, dans leur commune. C'est vraiment réciter le discours qui vient clairement d'en haut on a besoin d'un médecin parce que tout le monde nous dit qu'on a besoin d'un médecin, alors qu'on ne se rend pas compte que derrière, il y a tout un tas d'autres besoins qu'on n'est pas allé creuser, besoin d'écoute, besoin de temps de soins. Alors évidemment, besoin de prescription, besoin de soins techniques, mais on connaît tellement mal la diversité des soignants qui existent par la hiérarchie qu'on a mis dans les types de soignants, que c'est difficile pour les gens de se saisir de c'est quoi leurs vrais besoins et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir pour un projet de santé sur leur territoire, quoi.
Donc il y a du taf, c'est pour ça que c'est des projets longs, un peu long terme, et que je bosse sur des projets un peu en parallèle. Et en même temps, on pourra peut-être en parler peut-être plus en ouverture, mais moi je vois beaucoup aussi j'ai plutôt confiance dans ce qui est aussi en train de se jouer, là notamment avec les mobilisations là, sur les réformes des retraites et tous les enjeux qui ont dépassé le cadre des retraites, mais vraiment les questions démocratiques, avec vraiment possiblement beaucoup de remises en question de beaucoup plus que les retraites, mais de notre rapport au travail, de notre rapport à la santé qui va émerger très rapidement, à mon avis, sur le devant de la scène, vu l'état de l'hôpital qui se dégrade de jour en jour, et les plans magiques de Macron pour résoudre ça d'ici la fin de l'année. Mais moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce moment-là des gens dans insurrection un peu citoyenne, parce que c'est dans ces moments-là de l'histoire aussi qu'on peut acquérir beaucoup de nouveaux communs qui peuvent se repenser, se redessiner. Et donc je suis confiant que ça met du temps parfois, mais il y a des moments aussi où on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah ouais. Je vais juste compléter un aspect réglementation. C'est vrai qu'au niveau médical, c'est hyper compliqué. Et au niveau alimentaire, là, le principe, c'est justement de s'appuyer sur l'association, parce que l'association permet de pouvoir, en fait, faire de l'alimentation, pas dans le cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'on est dans un circuit fermé au sein des adhérents, et donc on n'a pas la réglementation commerciale qui s'applique au niveau de toutes les règles. Déjà au niveau fiscal, le principe c'est de faire du zéro marge, parce que ça fait zéro TVA, zéro impôt. Donc c'est-à-dire on sort du système fiscal et du système commercial. Donc ça simplifie tout. Et il y a plein de choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'être au niveau des pistes, c'est vraiment conçu pour être borderline, c'est-à-dire on est presque en dehors de la société, et ça permet au niveau du frais, par exemple, il y a des réglementations sur le frais qui sont hyper lourdes. Donc là, le principe, c'est pour supprimer le problème, c'est en fait on précommande les produits, et en fait on se les redistribue sous forme de marché le samedi matin. Donc dans les 2 heures, les produits sont collectés auprès des producteurs, ils sont redistribués. Et donc on éclipse complètement tous les problèmes de réglementation. Et ça, je crois que c'est important, même sur le principe des hameaux. De toute façon, c'est comment aujourd'hui la réglementation qui est faite pour rentrer dans un système commence à en affranchir et passer juste à côté. Et au niveau médical, à mon avis, ça doit être hyper compliqué. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut sur son hameau de santé. Ça peut être très varié. Merci à tous les deux. J'espère que ça va bien dans l'Assemblée, que tout se passe bien. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble, ce qui veut dire que je vais peut-être vous amener sur une dernière question. Et puis après, on va pouvoir avoir les vôtres de questions. Commencer à y réfléchir. Moi, j'avais un peu envie de vous entendre sur le côté, pour revenir sur la question du lien avec le territoire et peut-être des stéréotypes qu'il peut y avoir sur des projets comme ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que Monepi met en place? Qu'est-ce que tu mets en place pour le côté garantir l'ouverture, la mixité dans les personnes qui fréquentent ces lieux, qui s'intègrent et qui s'impliquent dans ces lieux? On a déjà semé quelques billes quand on a parlé du diagnostic, de comment faire et de qui aller discuter. Mais voilà, est-ce que vous et où est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des gens que vous touchez pas? Est-ce que, comment vous réfléchissez ça collectivement? Et qu'est-ce que vous pourriez, je sais pas, préconiser, donner des petits tips, des conseils sur cette question-là? Alors c'est jamais facile, parce que les personnes qu'on touche pas, de fait on les voit pas souvent. Il y a beaucoup de personnes en ruralité qui peuvent être très isolées, surtout si on veut aller chercher dans le domaine de la santé des personnes qui sont touchées par des problématiques de santé. Il y en a beaucoup qui sont précaires, isolés, seuls, polypathologiques, donc aussi avec des difficultés de se déplacer, de communiquer parfois. Donc aller chercher les besoins de ces personnes-là en particulier, qui sont les plus touchées par les enjeux de santé, ça peut être assez compliqué. Donc c'est une des bonnes manières pour moi de faire ça, c'est de s'appuyer sur toutes les personnes qui sont en lien avec. Si on n'arrive pas à être en lien direct, on peut être en lien indirect assez rapidement, notamment par des aides à domicile, des infirmières, des infirmiers qui sont sur le terrain depuis longtemps. Le maire a pas mal de sons de cloche, mais pareil, les partis d'opposition aussi, et je pense que tu l'as nommé, c'est important d'arriver à créer du lien, à se positionner quand il y a besoin de se positionner, mais à créer des ponts entre toutes les différentes postures, surtout si on veut un projet vraiment inclusif, ouvert à tous, un commerce ou un projet de santé. On va pas dire non,
On voit pas de chasseurs. Les chasseurs, ils se soignent pas. On peut pas. Enfin, vous comprenez bien que c'est pas du tout mon élan, mais ça peut être. Il peut y avoir aussi dans celles et ceux qui créent des projets pas mal de réticence aussi avec certains publics et plus de difficultés de communiquer, et donc naturellement des lieux d'entre-soi qui se créent, qui peuvent être très chouettes pour ceux qui en bénéficient, mais beaucoup plus compliqués pour tous les autres, parce que l'accessibilité à ce qu'on essaye de transmettre dans ces lieux-là, des produits de bonne qualité, des produits biologiques, des soins de qualité complets, une approche personnalisée, un lien à l'environnement, un lien à nos enjeux sociétaux. Si on en parle juste entre nous, ça peut être rassurant, ça peut être chouette et on peut découvrir de nouvelles personnes, mais on va vite tourner en rond, quoi. Donc il y a toujours un travail, je pense, perpétuel au départ, évidemment, dès le départ, dans le diagnostic, la création du projet. Mais pour moi, c'est un travail permanent, c'est un travail constant d'aller vers les gens, de s'ouvrir plus, d'aller voir les personnes. Et souvent, c'est pour ça aussi que je travaille un peu sur la question des conflits, c'est que généralement, c'est les personnes sur le territoire avec lesquelles on est plus en conflit qui ont sûrement le plus de choses à nous apporter comme clé de compréhension des territoires, des individus, de leur posture et de ce qui se joue, quoi. Donc le rapport aux tensions et aux tensions qu'on vit dans nos projets et en nous sont pour moi des sources très intéressantes pour sentir, et donc tout le monde va ressentir différemment avec les sensibilités de chacun chacune, mais ce rapport-là aux tensions est intéressant pour aller, pour moi, bien sentir ce qui se joue sur un territoire et quand on parle de projet, ce qui émerge. Moi, j'hésite pas, par exemple, depuis le début du projet, je prends beaucoup de risques, je parle beaucoup du projet, alors qu'on est au premier stade, aux premières étapes, pour avoir ces retours-là, ces sons de cloche, ce retour critique très régulier, et éviter d'arriver en préparant tout un projet tout prêt et de le déposer comme ça, voilà mon projet. Parce que là, ça peut être beaucoup plus difficile d'accueillir les retours et d'affiner le projet. Donc pour moi, c'est une posture régulière qui n'est pas tout le temps facile, parce que du coup, on nous pointe très régulièrement dès qu'il y a une petite faille. Il faut le prendre vraiment comme un apprentissage à chaque fois. Et moi, ça me passionne. Voilà. Alors au niveau de l'alimentation, l'ouverture, ça va passer par la gamme de produits qui est importante. C'est-à-dire si on a un groupe de personnes qui sont très très véganes et que des produits véganes ou des choses comme ça risque de bloquer, évidemment, de fermer l'ouverture. Donc c'est important d'avoir à la fois une offre variée. En général, c'est essentiellement bio, mais de plus en plus, on a aussi des gammes de produits solidaires, donc qui permettent aussi d'ouvrir donc une plus large population. L'aspect important, c'est au niveau du fonctionnement, c'est le côté intergénérationnel. Lorsqu'on est dans un village, c'est que pour des jeunes, aujourd'hui, ils passent une commande en ligne ou faire des choses sur un téléphone, ça pose aucun problème. Pour les anciens, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, au jeu de la plateforme, on a vraiment une ouverture complète de distribution qui permet à un ancien de pouvoir venir prendre des produits à l'épicerie, avec son nom, il part et il emmène ses produits, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'argent et il y a vraiment la possibilité de fonctionner soit avec l'informatique, soit sans l'informatique. C'est vraiment très ouvert. Donc ça permet de balayer complètement les problèmes de frein au niveau intergénérationnel. Et après, l'idée, c'est vraiment que l'épicerie, en fait, c'est vraiment que c'est focalisé sur le service. C'est-à-dire que vraiment d'avoir un service alimentaire, ça ressemble à une épicerie classique, sauf que ça n'en est pas une. Donc voilà, c'est un groupement d'achat citoyen. C'est-à-dire que tous les produits sont préachetés par les adhérents et après redistribués entre eux. Donc tout ça, c'est géré informatiquement. Mais donc ça ressemble extérieurement à une épicerie. Donc c'est important d'avoir cette façade-là pour que ça soit très ouvert et que ça fasse peur à personne. Par contre, derrière, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le commerce, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de... Tout est préacheté. Je veux dire, on est sur notre système fiscal, c'est complètement autre chose. Mais à la limite, c'est pas grave. C'est même très important que la plupart des gens n'aient pas compris tout ça. Ce qu'il faut qu'ils viennent, c'est chercher leurs produits, ils se rendent compte que c'est moins cher qu'ailleurs, et puis qu'il y a du lien social. Et puis, et une fois qu'on a rempli ces conditions, donc produits et puis ouverture, l'expérience qu'on a dans les épiceries, c'est que des jeunes, des personnes qui viennent, des nouveaux par exemple, en l'espace d'une semaine, 8 jours quasiment, ils sont intégrés dans le village comme tout le monde, parce que ils vont avoir ceux qui vont passer derrière le comptoir pour faire l'épicier. Ils sont au centre du village, quoi. Ils sont là comme s'ils étaient là depuis des années. Donc il y a une capacité d'intégration des nouveaux qui est assez phénoménale. C'est vraiment la notion de lien social. Aujourd'hui, il y a une partie des adhérents qui viennent dans les épiceries, non pas pour les produits à la limite, mais pour le lien social que ça génère et l'intégration au niveau du village, de la communauté. Voilà. Donc c'est vraiment un vecteur hyper important pour
pour les hameaux, à mon avis, d'arriver à faire cette fusion avec le village grâce à d'autres perspectives. Un autre élément, je pense, intéressant que tu as commencé à évoquer aussi, c'est pour moi les différents niveaux d'engagement proposés par le projet. Quand vous allez monter des projets, il y a vraiment ce truc-là d'un grand spectre de l'engagement où chacun va pouvoir se situer. Si on lui laisse deux options que d'être consommateur ou dans la gouvernance et dans la structure juridique, à prendre des risques économiques, ça peut être très compliqué de se placer dans l'un ou dans l'autre. Plus vous avez une palette élargie de participation et d'engagement, plus la personne va pouvoir se situer à différentes étapes sans culpabilisation et sans fixer les gens à un endroit, à un rôle. Tout ça est mouvant. Les gens peuvent commencer tranquillement à voir. Certains peuvent s'engager très vite, très fort et donner 2 heures par semaine toutes les semaines pendant un mois, mais après plus du tout. Et donc c'est comment vous allez réussir à jouer avec cette palette tout en en écoutant aussi finement votre capacité dans la gestion du projet à aller accompagner chaque individu là-dedans, quoi. Parce que ça peut être plus simple aussi d'avoir des trucs très clairs. Et en même temps, si on veut que chacun puisse trouver sa place, c'est important de pouvoir vraiment accompagner chaque individu au sein de ce processus, surtout quand il y a quelque chose de nouveau. Donc l'accompagnement des individus qui arrivent dans le projet, les premières étapes, les premiers pas dans le projet, comment aussi sur un lieu vous allez mettre en place de la signalétique, comment vous allez rendre visible, clarifier les choses. Là, on a des très bons facilitateurs et facilitatrices graphiques à Montléger. Vous pouvez vous inspirer de celles et ceux qui s'emparent de ce rôle-là, qui est très pertinent pour arriver à rendre visible tout ce qu'il y a besoin de rendre visible quand on arrive dans un espace. Et il y avait un dernier truc que je voulais dire juste par rapport à ça, parce que ça peut faire très peur. Un des principaux points pour moi qui fait peur aux gens, c'est la peur de la contrainte. Il y a beaucoup de gens qui, sur des territoires, ont peur que nous, on arrive et qu'on leur impose des choses, qui vont devoir être obligés. Par exemple, dans un hameau de santé, ça peut être on va nous forcer à aller faire des soins holistiques, quoi. On va forcer, alors que moi, moi j'adore voir juste mon médecin et repartir et ça me va. Et donc d'arriver à rassurer les gens très rapidement, quoi, genre sur le fait que mais c'est tout à fait possible de juste venir voir son médecin et repartir, quoi. Genre il y a jamais aucun forcing, quoi. Mais pareil, on arrive dans un espace et après on se rend compte, on vient pour un besoin naturel d'aller voir le médecin ou d'aller chercher sa farine, et puis on se rend compte qu'après c'est plus large que ça. On peut avoir d'autres approches et on peut s'impliquer de différentes manières. Mais les premiers pas, faut que ce soit très facile et fluide, quoi. Merci beaucoup. J'ai envie de raconter plein de choses. Moi, du coup, ça me fait popler plein de trucs par rapport à mon travail. Et peut-être que, moi, ce que je retiens, c'est le côté un peu prétexte. Ce que tu disais sur des nouveaux arrivants. En fait, ce truc d'être derrière un stand et de servir de la nourriture, c'est un prétexte pour le lien social. Moi, j'entends vraiment ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais vivre par mon travail. Du coup, j'ai rejoint l'Éprouvette il y a un peu plus de 6 mois déjà, et ça me tenait à cœur cette question de l'ouverture de la mixité et du lien social, et de créer des prétextes pour que ce soit des espaces de vie sociale, des espaces où il se passe des choses. Je sais que nous, l'épicerie, pour ça a été vraiment un cadeau. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des gens qui ne viennent pas au bar, il y a des gens qui viennent pas dans des cafés, et peu importe ce que vous proposez, qui vont pas se sentir reliés. Et un prétexte comme celui de si, en fait, on a tous besoin de manger, c'est un besoin fondamental, et on rentre par cette porte-là dans ce lieu auquel on n'était jamais rentré avant. Il y a des gens à l'Éprouvette qui ne venaient pas parce que juste ils se disaient que c'était pas pour eux, et là ok, on a le prétexte de venir chercher son pain. Et petit à petit, on le sent beaucoup, en fait, cette espèce de pudeur et de timidité qui s'efface parce que, en fait, il se passe un truc là-bas, et ok, il y a une projection, ok, là, il y a un karaoké, je comprends pas trop, mais ça a l'air super, et là, il y a un bœuf musical. Enfin, voilà. Le prétexte pour rentrer dans un lieu, le prétexte pour créer la rencontre, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur et me parle beaucoup. Voilà. J'avais plein de choses à dire, mais je les ai oubliées, et en même temps c'est bien parce qu'on va peut-être rentrer dans le temps des questions et des réponses. Ce que je vous propose, notamment pour la captation vidéo, c'est de venir poser vos questions au micro. Pour celles et ceux qui en ont, ça peut faire peur, c'est intimidant, mais vous verrez, ça se passe très bien, pour qu'on puisse entendre ce que vous voulez poser comme question, et que ce soit fluide au niveau du son. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ça peut être des... Voilà, super, je t'en prie. Si tu peux dire ton prénom en même temps, c'est génial.
Bonjour François, c'est une question pour toi en ce qui concerne, tu as parlé de toute la description du projet, de la manière dont vous avez réfléchi et ça avance, c'est passionnant. Il y a une question qui me vient sur les professionnels de santé, tu les as pas du tout évoqués, ou alors j'ai pas entendu. Et comment est-ce que c'est reçu, quelles sont les relations qui s'établissent, voilà. Alors, j'en parle beaucoup à tous les professionnels de santé que je croise et qui m'entourent et avec lesquels j'ai été aussi formé. Donc, je suis plutôt issu du monde médical. Donc, moi, j'ai ce rôle particulier, cette facilité, en tout cas, à être assez caméléon, à pouvoir communiquer assez facilement auprès des institutionnels et de la médecine conventionnelle, mais aussi de tout un tas d'autres thérapeutes beaucoup plus larges avec un très grand éventail autour. Le projet, quand j'en parle, il est très bien reçu par tous et toutes parce que ça fait sens dans leur pratique et que on vient pointer aussi des éléments quand même qui sont traumatisants pour la plupart des soignants aujourd'hui, qui sont les institutions dans lesquelles ils travaillent, le cadre dans lequel ils travaillent. Et les difficultés qu'ils rencontrent et les problématiques beaucoup plus globales qui sont autour de comment on va faire de la santé pour notre population avec les enjeux environnementaux de demain, avec un système où on aimerait plus de démocratie en interne dans nos structures, dans nos hôpitaux, dans le fonctionnement institutionnel du système de santé, mais on n'a pas de mot à dire, on n'y arrive pas, c'est trop lourd, c'est un mammouth à faire avancer. Donc assez naturellement, quand je parle de comment fonctionne un mot de santé, ça résonne assez facilement chez tout le monde. Après, il y en a plein qui sont aussi rassurés par ce cadre-là. C'est quand on propose un cadre nouveau, d'expérimentation, de projets, de faire ensemble, de gouvernance partagée. On peut dire c'est chouette, mais après de le vivre, on se rend compte que bon, bah, c'est ardos hein, pour tous ceux qui ont fait des projets collectifs. Bon, bah, ça vient toucher à plein d'endroits, ça vient remettre en question plein de choses, des fondamentaux, des choses qui sont bien ancrées en plus chez beaucoup de soignants, dans notre formation, dans notre culture. C'est le rapport à la mort, par exemple, dans le système de santé, qui est très particulier, qui va aussi avec la culture capitaliste d'une sorte de croyance qu'on va pouvoir tout guérir, tout soigner, repousser la durée de la mort. Donc qui fait aussi le pont avec notre incapacité pour beaucoup de professionnels de santé, on va dire conventionnels, à mettre de l'énergie sur aussi la prévention, le bien-être, comment on peut pas juste vivre plus longtemps, mais en meilleure santé. Et donc avec des moyens financiers minimes, ridicule mis sur ce volet-là, et donc l'impossibilité des soignants de fait de s'emparer de cette question-là. Donc ça vient aussi changer vraiment beaucoup de choses dans comment les gens vont travailler sur ces lieux-là. Moi, je ne sais pas directement comment les gens vont travailler sur ces hameaux de santé-là, mais j'imagine que les professions vont évoluer, le temps de travail collaboratif et les moyens de coopérer entre soignants et de dialogue vont évoluer. Et donc il y a quand même des sons intéressants, pas juste de personnes qui adorent le projet, mais aussi des personnes qui émettent des peurs et des tensions vis-à-vis de ce projet-là. Au local, ça peut être notamment des professionnels qui sont implantés là depuis longtemps et qu'il y a quand même pour beaucoup de professionnels de santé une dynamique de clientèle. Et donc très compliqué d'accepter parfois que des soignants arrivent. Donc là, ça peut être plus compliqué, mais je pense que ça se fait assez bien quand même de faire les ponts, de voir comment on peut mutualiser, comment on peut se rendre compte qu'il y aura toujours des besoins, qu'on n'est pas là pour prendre des besoins qui sont déjà remplis par des professionnels sur le territoire. Ça, c'est très important, on le dit directement. Mais on va créer un lieu pour répondre à des besoins qui ne sont pas répondus. S'ils sont déjà répondus, bah, juste ça sert à rien, on n'est pas là pour créer de la concurrence, c'est pas l'intention, quoi. Et au contraire, s'il y a des professionnels de santé qui sont déjà existants, eh ben avec plaisir qu'ils se joignent au projet, qu'on voit comment on peut coopérer, quoi. Donc il y a ça, et il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont finalement attachés à ces rôles-là de créateurs de liens. Les professionnels de santé sont souvent un peu les derniers à rester sur un territoire, un peu avec ce truc aussi du sauveur par lequel ils sont un peu attachés, et donc très compliqué de partir parce que c'est pas juste un bar, un pub qu'on ferme, mais c'est la santé directe des gens, et on sait que si on part, la santé des gens directe est menacée. Et donc ça c'est très compliqué, et donc souvent les soignants ont aussi un rôle de lien social très fort, et au final qui finissent par s'y attacher, et aussi le rôle vraiment de
je suis un pilier du territoire. Et donc ça peut être pas si simple de s'imaginer qu'au final, ils vont pouvoir lâcher certains rôles, lâcher certaines postures, et qu'on va pouvoir mieux se répartir tout ça. Certaines personnes, finalement, s'y attachent pas mal. Mais la communication se passe bien, se passe très bien, et le besoin, pour moi, se fait de plus en plus émerger de repenser nos systèmes. Après, on va aussi travailler à l'accompagnement de structures plus grosses, qui sont déjà existantes, comme des cliniques, des petits hôpitaux aussi de campagne, pour voir comment on va pouvoir transformer ça. Au départ, on avait mis que les hameaux de santé soient vraiment limités à une vingtaine de personnes, à une vingtaine de personnels exerçant sur le lieu, pour éviter des méga structures. Mais avec du coup, comment je me suis formé aussi en gouvernance partagée, ma vision un peu du projet, je suis assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir créer aussi sur des structures déjà existantes, même assez conséquentes, une restructuration, une réorganisation qui permet de mieux prendre soin. Donc ça va être aussi en ayant des exemples concrets qu'on va plutôt aussi pouvoir parler aussi à certaines personnes qui puissent aller voir concrètement comment ça marche. Mais il y a déjà des lieux qui fonctionnent pas sous le modèle des hameaux de santé avec ces 4 piliers, mais quand même avec une approche holistique. Certains lieux avec une approche écologique, d'autres avec une approche démocratique, d'autres avec une dynamique sociale très forte. Donc il y a déjà tout un tas de lieux qui existent qu'on va aussi travailler à répertorier. On a une carte participative où tout le monde peut s'enregistrer, hameau de santé ou non, sur cette carte participative. Et donc ça permet aussi de faire du lien, de voir un peu quelles initiatives existent autour de ces 4 valeurs-là. Et donc c'est en allant voir aussi ce qui se fait, en allant voir les pratiques, et en communiquant sur toutes ces pratiques et tous ces types d'approches qu'on va pouvoir aussi sensibiliser tout le monde, quoi. Vas-y. On a un bébé qui a une question à poser. Bonjour, merci Doc Baptiste. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ça a été touché à demi-mot, mais vous avez présenté votre concept, enfin vos concepts. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les personnes qui souhaitent monter un projet de hameau de santé ou d'EPI, en termes de gouvernance, en termes d'accompagnement, de structuration de leur propre projet, puisque votre but c'est qu'elles puissent s'autonomiser. Voilà, j'arrête là. Trop risqué. Alors pour monter un épi, c'est assez simple, hein. Il suffit qu'il y ait 3 personnes qui se mettent autour d'une table. C'est une association de 1901, donc ça se crée très très facilement. Sur monepi.fr, il y a une boîte à outils qui vous donne du projet de statut, de règlement intérieur, assurance, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir monter. Et après, pour toute question, on est là derrière vous pour vous aider. Donc aujourd'hui, c'est pas le stade le plus compliqué. C'est dans la tête d'imaginer qu'on peut le faire et puis de se lancer, hein. Il n'y a aucun frein technique pour faire quoi que ce soit. Alors, outre les freins techniques, les freins plus, on va dire, sur le plan humain qui sont assez intéressants, donc, que je vois, c'est beaucoup de gens qui arrivent aussi avec plein d'élan, plein d'idéaux. Et après aussi les réalités aussi individuelles qui arrivent et qui émergent. Donc par exemple, si on arrive avec la volonté de monter un hameau de santé et qu'on se rend compte que bon, ok, c'est peut-être pas ma place, moi j'ai surtout envie d'être soignant sur le lieu, mais j'ai pas tant envie de le monter. Donc il y a beaucoup d'accompagnement. On va prendre le temps avec chacune de voir c'est où vraiment la place où vous avez envie d'être, quoi. C'est où votre place dans le projet, quoi. Est-ce que vous aimeriez juste le voir émerger et soutenir ces initiatives-là? Est-ce que vous avez vraiment envie de prendre part à la création du projet et quel pas? Est-ce que ça va être le lien avec les institutions, aller voir les soignants, parler à la population, faire de l'animation? Donc on essaie d'aller affiner tout ça pour que chacun puisse vraiment être à sa place dans le projet. Bénévole ou non, si on se rend compte qu'il y a des besoins économiques et que ça plairait aux gens de travailler sur le lieu, et donc il faut qu'on pense ensuite comment on intègre des personnes qui travaillent sur le lieu. Donc ça avance finement. Par exemple, sur le projet local en Centre-Bretagne que je porte, ça a mis du temps parce que là c'est encore en cours parce qu'ils doivent... Il y a le plan local d'urbanisme, le PLU, pour ceux qui connaissent ce magnifique outil de répartition de nos territoires architecturaux, des zones agricoles, des zones à construire et tout ça, qui est fait tous les 5 ans.
Mais donc là depuis qu'on est arrivé à l'éco-village il y a 5 ans, on nous dit dans 6 mois, le PLU sera voté. Et tous les 6 mois, on nous redit c'est dans les 6 mois. Alors certes, il y a eu le Covid, il y a eu plein d'étapes, mais c'est extrêmement laborieux. Du coup, il y a un terrain qui est prêt. Il manque juste le fait qu'on a le droit de construire dessus pour passer un peu aux prochaines étapes. Et donc c'est difficile de dynamiser de l'entrain au local tant qu'il n'y a pas un peu la certitude qu'on va pouvoir construire ce projet à cet endroit-là. Et donc en attendant, c'est comment on continue d'en parler. Donc par exemple, en attendant, il y a déjà des professionnels de santé qui sont là en mode, nous, on est grave intéressés pour travailler plus tard sur le hameau de santé. Et en attendant, par contre, du coup, pour commencer à créer du lien avec les habitants, on est prêt à commencer déjà à s'installer dans un petit coin du village pour commencer à rencontrer les gens, pour qu'ils voient aussi nos pratiques, nos approches, mais avec l'intention de rejoindre le hameau de santé plus tard, quoi. Donc, il y a des professionnels de santé qui s'installent déjà avec une posture claire, et ça peut être une première voie d'engagement, par exemple, dans le projet. Donc mais ça, par exemple, au début de la création du projet hameau de santé, je me doutais pas qu'on allait avoir des gens qui se positionnent à ces endroits-là parce qu'il y a des besoins, parce que les besoins vont émerger, et puis c'est aussi à chacun de trouver sa place au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup d'accompagnement individuel et de temps de discussion et d'erreurs aussi, genre on se trompe, on arrête, et puis on revient, et puis on a d'autres projets qui émergent et qui sont plus urgents, et puis on a une maladie, et puis on a des choses. Donc c'est vraiment aller aussi avec le rythme de chacun, chacune, pour moi. Anne, j'ai une petite expérience d'épicerie participative à Saint-Nazaire, et je voulais juste rajouter, parce que je ne l'ai pas entendu, la surprise, c'est effectivement de rentrer dans une épicerie style Biocoop, plus petit, mais du même type. Et puis, je crois que c'est juste à vivre de se rendre compte qu'il n'y a pas de rapport commercial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui se sent particulièrement impliqué comme un commerçant. Ça va être 2-3 personnes sur le lieu, bien identifiées, et qui installent un type de rapport. Et là, en étant tous à pied d'égalité, tu rentres et juste il y a quelqu'un qui te valide ta commande, enfin ce que tu as acheté. Et voilà, ça c'est hyper surprenant de ne pas avoir ce rapport-là, quoi, dans un. Voilà, je voulais un peu insister là-dessus. Et puis, je connais pas personnellement, mais je sais pas si tu as entendu parler de l'entreprise Buurtzorg. Voilà, des infirmiers aux Pays-Bas. Qui en avaient marre des rôles planning un peu automatiques, et qui se sont mis à devenir une grosse entreprise de 9000 infirmiers, tous sur le mode horizontal, et à créer du lien, parce que on prend le temps de prendre un café avec les patients, et puis finalement on repère beaucoup plus vite des problèmes de santé avant qu'ils soient vraiment déclarés. Et voilà, beaucoup de moins d'impact sécurité sociale, moins de frais. Je trouve que c'est une belle expérience, Buurtzorg. Qui sont en France, très rapidement sur Buurtzorg, mais qui sont certains de Buurtzorg des Pays-Bas sont aussi en France sous le nom de Soignons Humains, et ouais, très inspiré de ce qui s'est fait à Buurtzorg, avec cette dynamique en effet beaucoup d'auto-organisation locale, et puis de soins, surtout de support du réseau, avec des infirmiers et infirmières spécialisés qui vont pouvoir accompagner là où il y a des manques au local, quoi. Et donc ça, très intéressant, cette expérience qui a pris la majorité des infirmiers et infirmières là-bas travaillent maintenant sous l'entreprise Buurtzorg, quoi. Oui, pour compléter, ce qui est important dans les épiceries, c'est que le sourire de l'épicier qui est derrière, c'est pas un sourire commercial, c'est un adhérent, il n'a rien à gagner, et c'est un vrai sourire. Et ça, c'est quelque chose que on se rend compte maintenant là, au niveau des commerces, il commence à y avoir un peu plus d'approche au niveau humain pour essayer de créer du lien, mais c'est toujours un lien commercial, parce que de toute façon, derrière, c'est une question d'argent.
Et le concept de base de l'EPI, c'est vraiment les premières questions qu'on s'est posées dans la réflexion. C'est en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on enlève en fait le profit et le pouvoir dans le système pour que ensuite les relations humaines se passent bien. Et un EPI, c'est voilà, c'est un système où il n'y a ni pouvoir ni profit. C'est tout. Juste avant, moi j'ai juste à partager un petit contre-pied, je pense, de ce qui vient d'être dit là. D'une certaine manière, je suis assez d'accord, mais sur typiquement un café de village ou un commerce comme ça, il y a eu besoin aussi. Enfin, moi j'ai rejoint l'équipe à un moment où ils avaient besoin qu'il y ait un peu des têtes entre guillemets reconnues, où c'est plus confortable en fait, où c'est plus sécurisant sur des courses en fait, vu qu'on vient pour faire ses courses et acheter à manger, c'est peut-être moins le cas. Et je le vois aussi beaucoup à l'épicerie, ce truc de oui bah ça fait partie du jeu, ça change tous les jours, c'est rigolo, des fois on explique aux gens et c'est trop bien et c'est hyper convivial. Mais sur le café, il y a un truc un peu sécurisant, en tout cas moi que j'ai vécu et que peut-être dans des cafés associatifs j'ai pu vivre du côté personne qui rentre et tu vois toujours une autre personne était un peu en mode ok c'est super mais je suis perdu. Et donc nous ça a été aussi un choix au niveau du projet d'avoir ce cadre-là, ce qui empêche pas du tout parce du coup on est une skik et il y a tous les sociétaires peuvent passer derrière le bar et donnent des coups de main, donc il y a aussi cette dimension-là, pas juste genre j'ai le rapport commercial et il y a d'autres gens qui servent, mais un cadre sécurisant en fait, parce que je pense que le plus dur c'est de franchir la porte du lieu et d'avoir ces repères qui sont un petit peu bousculés. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai vraiment vu une évolution à ce niveau-là, sur le côté ah ok, elle, je l'ai déjà vue, ok, je vois, elle connaît un petit peu ma vie, c'est cool. Et voilà, je trouve qu'il y a un équilibre et une balance qui est intéressante à porter aussi pour ce côté de mixité et que tout le monde se sente bien dans le lieu. Voilà. Il y avait d'autres questions, j'ai vu plein de mains levées. Vas-y, je t'en prie. Donc moi c'est Élise et en fait ce qui m'intéresse un peu dans vos projets c'est que finalement c'est un peu aussi comment est-ce qu'on remet en balance une économie qui va juste, enfin au titre de sa définition à la base, comment est-ce qu'on répond à des besoins en gérant des ressources avec parcimonie et justement sans prendre des ressources de l'avenir pour les générations futures. Et du coup, j'ai plus une question pour plutôt le modèle médical, puisque on a un système de caisse de solidarité qui existe avec la Sécu qui prend en charge des soins à une certaine hauteur et pas complètement. Et quand on va sur des professions un petit peu plus différentes et un peu plus holistiques notamment, ne serait-ce que l'ostéopathie, elle n'est pas remboursée de manière conséquente, un peu par des mutuelles parfois, et encore que. Donc comment est-ce que le modèle économique a été imaginé éventuellement pour les hameaux de santé ? C'est juste, voilà, concrètement, comment ça se passe ? Si c'est possible. Il n'y a pas une réponse toute faite d'un modèle économique, parce que je disais un peu tout à l'heure, ça dépend vraiment du coup des professionnels qui vont exercer sur le lieu et des différents types de remboursement. Et donc c'est en même temps que les habitants démocratiquement, tous les gens d'un territoire autour de ce projet-là, ensemble démocratiquement vont choisir quel professionnel de santé répondrait le mieux, comment répondrait le mieux à ses besoins. En parallèle se pense évidemment la stabilité économique de comment on va pouvoir faire fonctionner tout ça. Et donc des réflexions aussi de l'intelligence collective pour faire émerger d'autres manières de voir. Nous, au local, en Centre-Bretagne, on travaille en parallèle à l'élaboration d'une monnaie locale qui met du temps aussi à se concevoir. C'est tout un projet. Des fois, il y a déjà des monnaies locales installées et des professionnels de santé qui travaillent déjà hors monnaie locale, qui sont, voilà, c'est souvent les professionnels de santé non conventionnés. Mais après, il y a toute une réflexion aussi plus, nous en tant que réseau, à essayer de lancer au niveau national des expérimentations, donc travailler sur des plans politiques, institutionnels, parce qu'il y a des expérimentations possibles pour d'autres modes de financement des structures de santé qui sont possibles. C'est ce qu'on appelle l'article 51, c'est des expérimentations article 51 qui permettent de lancer des initiatives différentes. Donc si on est suffisamment nombreux à porter ces projets-là et à soutenir Hameaux de Santé, on va pouvoir aussi lancer des dynamiques expérimentales politiquement. Donc ça, c'est sur un plan où la politique, ça se passe bien et c'est cool. Sur d'autres plans où la politique se passe moins bien, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est la sécurité sociale. Elle s'est montée à un moment particulier de l'histoire, après la guerre, avec le Conseil national de la résistance. Et c'est aussi dans des moments là de l'histoire qui sont en train de se jouer, où on arrive à des limites
démocratique, où se repensent nos institutions, où on va aussi pouvoir re-questionner ça. Au départ, par exemple, la sécurité sociale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas gérée par l'État, mais par les administrateurs de la sécurité sociale. Les professionnels de santé, les gens, les patients eux-mêmes étaient représentés au sein de la sécurité sociale. Et c'est plus le cas aujourd'hui, ça s'est perdu. Et ça peut être aussi de repenser ça, repenser. Alors il y a des tentatives, qui viennent d'en haut, hein, de dire on va créer des. Alors je sais plus comment ils appellent ça là maintenant, mais voilà, il y a les ARS déjà, donc c'est régionalisé la santé, les politiques de santé, même si les budgets sont toujours nationalisés, donc bon, centralisés, donc c'est un peu effet qui se coule. Mais par contre, là, ils essayent de créer des structures vraiment ultra locales pour faire de la démocratie, sauf que c'est encore les mêmes qui sont représentés. Il y a peu d'énergie vraiment très démocratie horizontale, directe, où tout le monde peut s'impliquer, quoi. Donc c'est pas encore tout à fait ça. Mais on sent qu'il y a cette volonté, ils sentent bien, moi, ce que je ressens en tout cas du modèle économique du système de santé, c'est qu'il est déjà bancal. Il ne tient pas la route, le système économique de santé en France, même si on a dit qu'il était super, la sécurité sociale c'est génial. Là, si on prend les considérations écologiques, genre c'est peanut, hein, genre c'est ridicule ce qui est en train de se passer. Genre ça va droit dans le mur sur le plan économique. Notre système de santé ne peut pas fonctionner actuellement. Tout a été mis dans le curatif, rien dans la prévention. Et toujours plus, et majoritairement, du coup, la tarification à l'acte qui s'applique dans la grande majorité du système de santé. C'est-à-dire, on a plus d'argent, plus on fait d'actes, plus on a d'argent. Donc on est rentré dans un système complètement fou, quoi, qui consomme énormément. On est un des pays qui consomme le plus de médicaments au monde, où il y a le plus de personnes, je balance des chiffres comme ça, mais où il y a le plus de personnes dépressives qui consomment des anxiolytiques au monde. Donc on est dans un système qui économiquement déjà tient pas la route. Donc arriver à créer des microsystèmes économiques qui se posent là-dessus, ça me semble sécurisant pour certains. Moi, ça me semble pas du tout sécurisant. Donc j'essaie surtout de voir comment. Alors ça peut servir de béquille temporairement, mais en tout cas c'est vraiment très important de penser à la résilience économique des lieux, des territoires. Donc pensez pas juste en termes du hameau de santé, mais tout ce qu'il y a autour, quoi. Des producteurs de plantes médicinales, des professionnels de santé, des mobilités, des monnaies alternatives locales. Il y en a aussi qui travaillent sur des projets pas de monnaie locale directe, mais des monnaies alternatives avec une crypto-monnaie qui est très intéressante qui s'appelle la June, qui est une monnaie qui a un modèle de répartition des richesses qui permet une répartition des richesses beaucoup plus juste et équitable. Et donc des professionnels de santé qui travaillent déjà avec ce système-là de financement. Donc on peut penser pas mal de choses, je vais m'arrêter là. On peut penser pas mal de choses, mais en tout cas à un mot de santé, on n'a pas un modèle tout fait de dire à un mot de santé ça fonctionne comme ça économiquement. Ça va vraiment dépendre de la dynamique locale. Il n'y a pas de projet spécifique là-dessus. Voilà. Merci. Je me permets de t'interrompre juste parce qu'il nous reste 10 petites minutes et que je sais combien il y avait de questions encore. J'en vois 2. Super. Du coup, et peut-être penser la réponse en conscience du fait qu'il nous reste 10 minutes. Merci. Vas-y, Odile. Oui, moi j'avais une chose importante à poser pour l'épicerie, pour Epi. Vous avez beaucoup parlé de la clientèle variée qui était intéressante. Et vous avez parlé aussi des fournisseurs qu'il fallait contacter, qui étaient variés. Mais vous n'avez pas parlé de la concurrence. Moi, je voudrais savoir un petit peu plus comment les intégrer, parce qu'il y a déjà dans certaines campagnes des fournisseurs, des agriculteurs qui se sont regroupés pour faire une distribution. C'est qu'il y a réellement besoin de la distribution. Mais il faudrait pouvoir les intégrer aussi dans ce type d'épicerie. Alors la spécificité, c'est que c'est une association à but non lucratif, donc il n'y a pas besoin d'avoir une offre pour gagner de l'argent. Donc c'est-à-dire qu'en fait le principe en général, c'est que il existe quelque chose sur place, un boucher, une boulangerie ou dans ce cas-là un petit marché de producteurs, et bien dans ce cas-là les produits qui sont mis dans la boutique, enfin dans l'épicerie, sont complémentaires à l'offre, de façon à avoir une offre globale. C'est tout. Et il n'y a pas le besoin de prendre cette offre-là puisqu'elle existe déjà. Donc la force de l'association, c'est qu'on peut vraiment tailler l'offre de produits en fonction de l'offre locale. Donc s'il y a des petits producteurs qui ont déjà une offre
de légumes, par exemple, dans ce cas-là, il n'y a pas de légumes qui sont distribués dans l'épicerie, mais tous les autres produits. Voilà. C'est assez courant. Bonjour Valentin, merci pour vos témoignages. Et c'était plus sur le versant épicerie. Enfin, je fais partie de Scopelli à Nantes, le supermarché coopératif, et sur une grande métropole comme Nantes, où on est, je sais pas, 200 ou 300 000, je crois, on a du mal à remplir en fait tous les créneaux un peu de vacation. Et du coup, je me demandais, dans l'expérience des Yvelines, j'ai oublié le nom du village où vous étiez 1200, comment vous réussissez un petit peu à investir l'ensemble des créneaux pour avoir une épicerie qui tourne bien et la participation de la population. Alors, la différence qu'il y a entre les supermarchés coopératifs et les épiceries, c'est que déjà dans les supermarchés coopératifs, il y a une marge sur les produits qu'on est obligé pour faire fonctionner. Et donc les produits sont déjà un peu moins attractifs par rapport à une épicerie. Normalement, il y a 20% d'écart, quasiment. Donc, ce qui fait que, en termes de participation, c'est plus facile au niveau d'avoir un nombre d'adhérents. Après, au niveau des ouvertures, les ouvertures, c'est pas toute la journée. Hein, dans l'épicerie, on aura 2 heures par jour, le samedi matin et puis le mercredi matin. Et donc, il n'y a pas de... Typiquement, un épi classique d'une centaine de familles, c'est ces ouvertures-là, donc presque 2 heures par jour et puis le samedi matin. Et donc, avec 100 familles, le remplissage se fait sans aucun problème. Il n'y a pas de... C'est que 2 heures par mois, alors que je crois que le supermarché en général, c'est 3 heures. Donc, il y a une attractivité qui est plus facile. Et ça pose. Et c'est vrai que ça fait un taux pour 1200 1500 habitants. On est arrivé très rapidement à 15-20% de la population qui participe. Alors que sur des grandes villes, un supermarché coopératif, il faut au moins 1000 adhérents, mais c'était des villes qui sont énormes. Donc en fait, compte, c'est presque plus compliqué. Aujourd'hui, économiquement et au niveau viabilité, aujourd'hui, il y a moins de problèmes dans les épis que dans les supermarchés coopératifs. Je suis le forum en ce moment sur les supermarchés coopératifs où il y a un problème d'adhésion et dans le temps de perte, mais ça, je pense que c'est lié aussi à l'attractivité des produits qui est pas évidente, quoi. Et puis peut-être au lien social qui fait que dans des petites communes, le lien social est fort, alors que peut-être qu'il est moins fort aussi dans une ville, je sais pas. Mais on sent vraiment une différence en termes de chiffre d'affaires, en termes d'adhésion dans le temps entre les épiceries et les supermarchés coopératifs. C'est plus humain, je sais pas. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se dise au revoir? Oui. Marion, du coup, c'est une question, je pense, un peu pour vous deux et peut-être pour ouvrir et fermer peut-être le débat. Mais c'était plutôt pour savoir si, mais je pense que tu as déjà un peu commencé à l'aborder, mais si ça pouvait amener une autre dynamique, et notamment dans les communes, de les amener à réfléchir sur la question des mobilités, la question de la place de la nature en ville, enfin un peu toutes ces questions qui tournent autour de des sujets que vous abordez, même la question de l'habitat, de la réhabilitation, etc. Donc voilà, si vous avez des retours d'expérience en ce sens. En fait, c'est clair que les modèles, même si au niveau de l'épicerie, on est plus sur du Canada Dry, c'est-à-dire que ça a toujours l'aspect d'un commerce, mais c'est pas du tout un commerce. On refait le monde, hein, c'est évident. Au niveau économique, ça n'a rien à voir, et donc c'est sûr que ça ne le dit pas, mais ça le fait. Ouais, moi je trouve ça très, très, très beau ce qui se passe sur le territoire, notamment les ponts qu'on fait entre toutes ces différentes approches, le fait justement de faire cette table ronde pour parler des liens. Il y a aussi, on n'a pas trop parlé là du lien direct avec les habitats légers concrètement, mais c'est vrai que c'est généralement des gens qui se revendiquent pas forcément d'être dans un habitat collectif, en habitat léger, mais de beaucoup de gens qui côtoient ces projets-là commencent à être familiers du fait que c'est normal, toi t'habites en yourte, moi je le dis naturellement, j'habite en yourte, comme ça au fil de discussion, même avec des gens de l'ARS sans problème, tu vois, genre il y a tout un imaginaire qui évolue aussi dans la ruralité, mais aussi plus au-delà. Et une ouverture à différents sujets qui se créent d'autres manières. Parce que ce qui est le plus notable pour moi, c'est dans les manières de prendre des décisions, vraiment comment on va se réunir, comment on va prendre des décisions. C'est tous ces petits temps qui semblent assez vite normal quand on vit en collectif, parce que on est d'accord, on n'est pas d'accord, on prend des décisions d'une certaine manière.
ça peut déboussoler les gens très vite. Et donc nous, des premières manières qu'on a eu de faire ça, c'est aussi de faire venir aussi les gens sur l'écolieu, voir aussi comment on fonctionne, où est-ce qu'on habite. Donc aussi une ouverture, inviter les gens chez nous avec des fêtes des voisins, créer des événements et donc commencer à parler de la dynamique de la santé. Et en fait, comme plein de gens ont plein de casquettes différentes et ont plein de projets incroyables, on fait des ponts, quoi. Par exemple, là, sur l'éco-village où j'étais, il y a 3 filles qui montent un projet de déplacement équestre sur le territoire. Et donc là, il y a d'autres soignants qui sont super intéressés pour vraiment se déplacer sur toute la commune avec des chevaux et donc une sorte de caravane itinérante de la santé. Et donc on pense ça en parallèle du projet. Donc on fait des ponts et on avance comme ça. Et ça vient parler le cheval tout de suite dans les territoires ruraux pour des personnes âgées qui ont connu aussi beaucoup plus de déplacements à cheval. D'un seul coup, ça éveille aussi des choses très belles, quoi. Et par différents moyens comme ça, on crée des liens qui sont très beaux. Moi, j'adore ce qui se joue dans nos territoires, quoi. C'est assez magique, quoi, le potentiel. De part aussi le fait que tellement de choses ont été abandonnées dans ces territoires-là que suffit pas grand-chose pour faire aussi des étincelles et de la magie, quoi, quand ça a été tellement abandonné par les politiques publiques. Merci à tous les deux, Alain et Jessie. Merci à vous d'être encore là. Je trouve que c'est bien. On finit sur une petite note. Merci pour cette dernière question qui fait de l'ouverture. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, de continuer de faire du lien sur le territoire. Et voilà, j'ai plein de choses à dire quand vous parlez, et après quand je reprends le micro, je les ai plus. Donc si vous voulez qu'on continue de discuter à la suite, c'est avec le plus grand des plaisirs. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Mais voilà, allez faire des activités corps pour se balader. T'avais un truc à ajouter ? Ouais, juste vite fait, je suis dispo pour en parler là, évidemment, mais s'il y en a qui ont envie plus concrètement de monter un projet ou de s'impliquer dans le réseau ou de s'impliquer de plein de manières différentes, il y a un autre temps à Mots de Santé, demain, 16h30, 18h, plus en mode chill, ensemble. Voilà. Merci.